Webinaire, consacré, cette fois-ci à la santé mentale. Je suis Isabelle Péché, je travaille à la direction générale de l'ARS. Je vais coordonner les travaux d'élaboration du projet régional de santé et aujourd'hui je coordonne sa mise en œuvre et je suis très contente qu'on puisse, recevoir aujourd'hui, des personnes, qui, contribuent à le mettre en œuvre sur le terrain. On va vous les présenter et puis, vous présenter un peu, ce qu'on essaye de faire, dans les 5 ans, des années du projet régional de santé. Alors on a choisi un titre, qui se veut positif, puisqu'il s'appelle, «Troubles psychiques, une vie satisfaisante, est possible», avec un point d'exclamation. Il ne s'agit pas de mettre, des lunettes roses et de ne pas voir un certain nombre de grosses difficultés qui concernent à la fois les personnes souffrant de troubles psychiques et les personnels qui travaillent dans ce secteur. Il s'agit juste, d'exposer, un sillon qui existe déjà depuis plusieurs années au niveau international, national et régional. Sillon, qu'on appelle le rétablissement, qui consiste à accompagner un peu différemment, les personnes souffrant de troubles psychiques, et qu'on souhaite voir se développer et qui fait partie intégrante de notre projet en santé mentale pour les 5 ans à venir. Je remercie, beaucoup, les personnes qui ont accepté de témoigner de leur expérience en la matière. Bastien Rula qui est médiateur de Santé Pair, Monsieur Sardy qui est personne concernée, par cette thématique et Emma Bittlestone, psychiatre. Je remercie aussi les équipes de l'ARS qui, au quotidien, contribuent à la mise en œuvre de ce projet régional de santé et de ces thématiques et je vais d'ailleurs, leur laisser la parole. Guillaume Gobert, Géraldine Tonnerre et Anne-Laure Vauthier, qui, vont vous présenter un peu globalement, nos objectifs. Ensuite, on laissera la parole, du coup à l'équipe, dont je viens de parler qui pourra témoigner et puis on aura une phase à la fin d'échange, via le chat sur d'éventuelles questions, qui sont les bienvenues, que vous pourriez avoir pour, sur cette thématique et puis on essaiera d'y répondre. Voilà, je laisse la parole, je ne sais pas si c'est Guillaume ou Géraldine qui commence. Bonjour à tous. On va partir du plus généraliste pour vraiment, dans quelques minutes, vraiment atteindre le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je suis Géraldine Tonnerre, directrice des politiques, régionales de santé, une direction de l'ARS, dans laquelle se trouve, mais on ne la voit pas à l'écran, Anne-Laure Vauthier, qui est directrice, du programme de santé mentale, de la politique de santé mentale. Donc peut-être justement, aujourd'hui, on va aborder, comme ça a été dit par Isabelle Péché, un sujet, qui est important dans le cadre de notre politique de santé mentale, mais qui ne constitue pas l'ensemble de notre action. Donc, comme vous le savez, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet extrêmement vaste, puisqu'il adresse à la fois le mal-être, mais jusqu'aussi aux pathologies psychiatriques beaucoup plus sévères, ce qui engage plusieurs politiques publiques, d'ailleurs, qui sont à l'interstice de la santé, du social, du logement. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se recentrer pour pouvoir rentrer un peu plus concrètement dans un des sujets. Néanmoins, si on doit tracer les grandes priorités de cette politique de santé mentale, qui, comme vous le savez, cette année est grande cause nationale, mais qui prend ses racines il y a bien plus longtemps, puisqu'il existe une feuille de route nationale qui décline justement l'ensemble des actions à mener dans le champ de la santé mentale sur tous les territoires. Et puis notre programme régional de santé qui donne une part importante à la problématique de santé mentale, que ce soit notre dernier programme régional de santé, mais celui qui le précédait également. Et si l'on doit résumer vraiment les priorités qui vont nous occuper dans les 5 ans à venir, en dehors
du sujet d'aujourd'hui que je laisserai Guillaume Gobert vous introduire et puis bien sûr les intervenants en parler bien plus longuement. On a un enjeu majeur sur la prévention et le déploiement massif de la prévention en matière de santé mentale. Euh, Notamment, on a un certain nombre d'outils qui ont fait leurs preuves et qu'il nous appartient vraiment de déployer sur le territoire. Évidemment, tous les programmes qui concernent le renforcement des compétences psychosociales envers les plus jeunes, qui vont concerner vraiment notamment les enfants, même si ça peut être décliné à tous les âges de la vie. Et puis, les formations au premier secours en santé mentale, qui sont un outil extrêmement intéressant, dont l'objectif est que ça puisse se diffuser dans l'ensemble de la population, parce que notamment, ça a un intérêt, le premier intérêt, on est sur la sensibilisation, la déstigmatisation, mais également, elle a pour objectif aussi de faire que chacun d'entre nous, nous puissions être à nos moyens différents et à une compréhension différente de l'offre de santé, en capacité de mieux repérer et puis potentiellement d'orienter, de donner des réponses et d'orienter des personnes qui pourraient être en souffrance vers les bons professionnels ou les bons dispositifs. Et puis le troisième axe aussi qui est extrêmement important parce que c'est celui finalement qui va permettre justement l'accès, c'est de vraiment avoir un travail autour euh, de l'organisation des différents acteurs qui interviennent déjà dans le champ de la santé mentale, le renforcement d'un certain nombre de ces acteurs et également rendre lisible. On a aussi un enjeu de rendre lisible vraiment euh, toutes les compétences qui existent sur les territoires de manière à faciliter l'accès aux prises en charge, mais l'accès aux professionnels aussi, en capacité de donner les réponses adaptées qui peuvent être très différentes. Et parmi justement ces prises en charge, il y a des prises en charge nouvelles, il y a des organisations, des modes d'accompagnement qui aujourd'hui méritent d'être largement déployés, et notamment le rétablissement. Et je vais laisser la parole à Guillaume Gobert pour introduire ce sujet. Merci Géraldine, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Guillaume Gobert, je suis médecin de santé publique. Donc je m'occupe de la psychiatrie, notamment au sein de la direction de l'organisation des soins, donc qui s'occupe de l'offre sanitaire de la région à l'Agence régionale de santé. Effectivement, je suis pour cette direction, l'offre de soins hospitaliers en psychiatrie. Il s'agit d'une offre qui est diverse, qui est graduée, notamment grâce à la mission de secteur des établissements hospitaliers en psychiatrie. Mission de secteur qui assure une proximité et une continuité des soins grâce à des structures de proximité, des centres médico-psychologiques, des hôpitaux de jour notamment. Et puis, cette offre, elle est diversifiée aussi grâce au développement de filières spécialisées dans différentes pour s'adapter plus spécifiquement à certains publics. Pour donner rapidement une idée du panorama, on a de très nombreuses structures donc, de proximité, plus de 200 CMP répartis sur le territoire, plus de 5000 lits dans la région PACA. Ça correspond à un taux d'environ 1 lit pour 1000 habitants, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale. Ça, c'est une offre qui existe, qu'on soutient. Mais en parallèle de cette offre institutionnelle, on soutient également le développement d'une alternative à cette institutionnalisation. C'est une alternative à l'hospitalisation parce qu'on sait que ce n'est pas la réponse à tous les besoins de santé en psychiatrie. Et donc, pour viser le rétablissement, on soutient ces pratiques-là visant à l'autonomisation du patient hors de l'hôpital. Ça se traduit par plusieurs politiques portées par l'ARS qui ont déjà été décrites par Géraldine Tonnerre, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais le renforcement des soins en ambulatoire, à domicile, le soutien des équipes mobiles, le soutien des soins de réhabilitation psychosociale font partie de ces politiques-là.
Et donc, en cette année de santé mentale, grande cause nationale, il nous semble que c'est intéressant et important de communiquer aussi sur la possibilité de se rétablir en santé mentale, sur cette perspective positive, alors que les troubles de santé mentale sont souvent abordés avec un angle très négatif et même parfois stigmatisant. Donc, le rétablissement en santé mentale, dont on parle depuis quelques minutes, c'est un processus personnel qui consiste à trouver un équilibre et une qualité de vie satisfaisante malgré la présence des troubles psychiques. Ce n'est pas simplement l'absence de symptômes, mais c'est tout un environnement qui permet ce processus. Donc, un processus personnel, mais qui implique aussi la société, une inclusion sociale pour aboutir à l'accès à une vie satisfaisante. Donc pour cela, il y a des ressources à mobiliser, personnelles et puis, aussi, des ressources, sociales, notamment un soutien communautaire, un soutien des aidants. Je pense notamment, aux aidants familiaux, et je vois que l'UNAFAM d'ailleurs est connectée. Et puis, les ressources personnelles, bien sûr, en intégrant l'usager dans son processus de soins et c'est notamment là-dessus qu'on va à cette partie-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On soutient bien sûr, l'intégration de l'usager dans son processus de soins parce qu'on sait que l'usager, il est expert de ses troubles, et plus l'intégrer en plus, va favoriser l'adhésion aux soins qui lui seront proposés. Pour bien l'intégrer, ça implique de lui donner les moyens de prendre ses décisions, donc de renforcer son autonomie, sa confiance en soi, de prendre en considération réellement ses demandes. En parallèle de l'intégration des usagers, il y a également la professionnalisation, de la paire aidance qui est un levier, à notre avis, pour intégrer le point de vue des personnes concernées, dans les soins, de psychiatrie. Les médiateurs de santé pair, à ce titre, ils apportent leur propre expérience du rétablissement, et en plus, ils ont une compréhension, particulièrement fine de ce que vit l'usager en psychiatrie. Ce métier, il se développe. Il y a un travail de recensement précis à faire, mais aujourd'hui, il y en a plus de 200 en France et ça continue à se déployer. Hem, voilà. Donc ce médiateur, il a un rôle spécifique, qui est important et qui va être abordé, aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole aux différents intervenants. Mais voilà, pour un environnement de soins et une société plus inclusif, moins stigmatisant, on pense qu'il faut, intégrer les usagers, mais il faut aussi, un engagement de tous, un engagement de la société, un engagement du système de soins et donc c'est d'où l'importance d'un webinaire comme celui-ci, aujourd'hui. Merci beaucoup. On laisse la parole à nos intervenants extérieurs dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Alors, je ne sais pas si on se présente d'abord tous les 3 ou si Oui, vous pouvez vous présenter tous les 3 peut-être? Ouais. Mmh. Donc moi, je suis Emma Bittlestone, psychiatre. Je travaille à la PHL, essentiellement dans une équipe mobile qui s'appelle Ulysse, qui fait qui fait de l'alternative à l'hospitalisation, un peu comme de l'hospitalisation à domicile, sur de la courte durée, quelques semaines au maximum. Et je travaille à mi-temps au CIDIS, qui est là, non pas une équipe psychiatrique, c'est pas une équipe de soins, c'est une équipe médico-sociale où il peut y avoir des soins intégrés. Pour faire comprendre un peu les choses, c'est un peu le modèle structurel du XAPA, où c'est une équipe médico-sociale, plutôt d'accompagnement global, mais dans l'offre de l'équipe, il y a un psychiatre. Donc moi, sur l'équipe mobile Ulysse, je suis responsable de l'équipe, puisque c'est une équipe médicale. Et sur l'équipe CIDIS, je suis purement prescriptrice. Alors, je suis le médecin référent des gens, mais je fais uniquement ça. Je n'ai pas de rôle autre qu'un rôle de prescription et puis de consultation médicale. Je laisse mes co-intervenants se présenter, puis après, je commencerai à présenter un peu quelque chose. Ok, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Bastien Rula, je suis médiateur de santé pair donc, dans l'équipe CIDIS qui vient d'être présentée depuis son quasi-lancement opérationnel, c'est-à-dire septembre 2022. On arrive sur ma 3e année d'expérience là dans cette équipe. Et à côté de ça, depuis l'année dernière, je me suis rapproché du coup d'Esperpro, qui est une plateforme de pairs aidants qui œuvre en France, mais surtout sur la région PACA, pour développer la paire aidance sur le territoire et faire reconnaître le métier. Et actuellement, j'occupe le poste de coordinateur de la santé communautaire et de l'innovation pour cette association de pairs aidants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Warren Sargi. Je
je souffre de troubles bipolaires depuis l'âge de 13 ans et je suis suivi par l'équipe CIGIS depuis fin 2022. Voilà. Alors, juste, vous pouvez nous dire jusqu'à quelle heure on a pour notre intervention? À peu près jusqu'à 13h10, Ok. 13h15, bon, Ok. à peu près. 13h15. Donc, en préparant là, ce webinaire, on a décidé de me faire intervenir en premier, non pas par rapport au thème du rétablissement qui concerne surtout mes co-intervenants, mais parce que l'idée du projet et de l'équipe CIDIS, mais aussi en général, c'est de se dire que, contrairement aux idées reçues, souvent, quand les psychiatres et les professionnels sont très présents, en fait, c'est un début de parcours. C'est-à-dire que la personne, elle est souvent en fait loin du rétablissement. Que, du coup, là, chronologiquement, on va peut-être intervenir d'une position disons, de moindre rétablissement à un parcours avancé dans le rétablissement. Comme vous l'avez dit, en fait, on parle de rétablissement quand on parle de parcours personnel. Malgré les troubles psychiques, on a une vie satisfaisante et l'idée, c'est de dire que tout le monde peut avoir une vie satisfaisante, une vie riche, une vie où on a un rôle à jouer, même si c'est un rôle de parent, un rôle d'employé, hein. Ce n'est pas forcément révolutionner la société, mais en tout cas quelque chose qui a de la valeur en fait dans la vie. Et en fait, le rétablissement, on ne le voit pas que sous l'angle des troubles et des soins. En particulier, une des personnes qui a vraiment participé au lancement de ce mouvement autour du rétablissement aux États-Unis, elle dit quelque chose qui me paraît très juste. Je vais juste le citer. J'utilise le terme rétablissement non seulement en référence au processus par lequel on se remet d'une maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se remet des effets de la pauvreté, d'être un citoyen de seconde zone, de la stigmatisation intériorisée, des mauvais traitements et traumas subis de ces personnes qui sont là pour vous aider, et des effets destructeurs pour l'esprit du système psychiatrique. Donc l'idée, c'est de se dire que parfois, même si c'est contre-intuitif, les professionnels peuvent avoir une posture et des pratiques qui font obstacle au rétablissement. Et que l'intérêt que les professionnels de la psychiatrie et de l'accompagnement social, médico-social puissent participer à cette réflexion au rétablissement, c'est surtout qu'on a tendance, en fait, avec nos pratiques et notre posture, à créer des obstacles. L'idée, c'est que le rétablissement, c'est ça, c'est de pouvoir avancer dans son projet de vie et que à la fois l'organisation de la société, les représentations sociales et l'organisation du système de santé mentale et notamment du système de soins font qu'on va avoir tendance à proposer un circuit, l'hospitalisation pour les crises, mais aussi des fois de longue durée quand on pense que la personne ne peut pas vivre à l'extérieur de l'hôpital. Proposer aussi des activités en hôpital de jour parce que on pense que la personne ne pourra pas ou même la personne ne se sent pas capable de participer à des activités à l'extérieur. On va proposer un système étape par étape pour que peut-être un jour la personne travaille, mais ça va être des professionnels qui vont évaluer en fait les capacités de la personne et on va rapidement dire à la personne qu'elle n'est pas en capacité de travailler si on sent qu'elle a encore des symptômes. En tout cas, il y a tout un système de prise en charge et de soins, notamment en psychiatrie, qui font qu'on va mettre en fait des obstacles, on va mettre des bâtons dans les roues à des personnes qui, certes, ont des troubles et peuvent se retrouver, comme vous le dites, des fois en grande difficulté, avec besoin de beaucoup de professionnels autour d'eux, mais qui, en dehors de ces moments qu'on peut appeler de crise, peuvent tout à fait avancer dans leur projet de vie s'il n'y a pas ce stigmate et cette exclusion sociale qu'on a tendance à entretenir. Donc ça, c'est tout le monde, hein, cette culture de l'exclusion en fait, des personnes qui ont des troubles psychiques, mais aussi nous, les professionnels. Donc du coup, une des choses dont on voulait parler là, c'est comment est-ce que déjà on peut, nous en tant que professionnels, et en particulier les psychiatres, proposer autre chose. Quand on rencontre, moi par exemple, je travaille à l'hôpital, comment est-ce que, en tant que psychiatre, on peut changer un peu nos propositions et plutôt que de rester centré sur un circuit
où toute l'offre est portée par la psychiatrie et les professionnels de la psychiatrie, plutôt laisser la personne évoluer justement à l'extérieur de la psychiatrie et créer le lien. Donc ce projet et cette équipe C10, déjà, c'est l'idée de transférer en fait l'accompagnement global à du médico-social, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas une équipe de soins psychiatriques. On peut y avoir du soin si la personne en a besoin, mais où ce n'est pas du soin. Et puis, que cette équipe-là, même, soit uniquement un levier, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas là pour rétablir les gens, mais qu'elle permette juste qu'il y ait un levier vers d'autres choses. Et là, je laisserai du coup mes co-intervenants en parler. L'intérêt de cette équipe-là, c'est qu'on peut aussi avoir tendance à se dire « Ah, mais le rétablissement, ça marche pour 30% des gens qui ont des troubles, et puis pas pour la schizophrénie, pas pour les troubles bipolaires. » Là, l'idée, c'est de dire que 100% des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques peuvent avancer dans leur parcours de rétablissement, mais que des fois, justement, il faut quand même de l'aide professionnelle, en tout cas un temps, pour pouvoir aider les personnes à sortir de ce circuit de l'exclusion sociale et d'un système psychiatrique qui a tendance à, en fait, enfermer dans cette posture de malade. Ok, j'enchaîne. Alors, du coup, concrètement, par exemple, à l'équipe C10, pour essayer de redonner du pouvoir aux personnes concernées, même pour gérer les crises, on utilise un outil qui s'appelle les directives anticipées en psychiatrie. Et c'est un exemple concret de comment ne pas reposer uniquement sur l'institution hospitalière pour passer ces moments de crise et comment on peut essayer d'anticiper avec les personnes pour se saisir d'autres ressources qu'elles ont dans leur environnement. Alors, je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais dire un mot parce qu'en fait, en tant que père aidant et que personne concernée, pas plus tard que début janvier, j'ai traversé une crise psychique et j'ai des directives anticipées en psychiatrie qui, grâce à mon expérience avec C10, m'ont permis d'en rédiger pour moi-même qui sont abouties. Et ma personne de confiance, plus les directives anticipées en psychiatrie, pas plus tard que le 3 janvier 2025, ont permis, malgré que 2 psychiatres de l'hôpital étaient plutôt favorables à mon hospitalisation, eh ben, ce document et mon réseau a permis qu'on fasse différemment et que finalement, mon réseau et ma personne de confiance soient assez bien organisés, que les rôles étaient assez clairement répartis pour que je puisse vivre cette crise en dehors de l'hôpital. Ce qui fait que mon arrêt de travail a duré seulement 5 jours. Pourtant, je suis monté aussi haut en phase maniaque, puisque je suis bipolaire de type 1, que pour des hospitalisations pour lesquelles j'ai été hospitalisé 4, 5 semaines, 6 semaines. Alors que là, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on est organisé, mon arrêt de travail a duré que 5 jours et on n'a pas eu besoin de solliciter l'hôpital. Alors, je prends cet exemple parce que du coup, voilà, je l'incarne directement. Ça ne veut pas dire que l'hôpital, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on a besoin de laisser l'hôpital à sa juste place. L'hôpital, il doit être là pour les personnes qui ont besoin de surveillance 24 heures sur 24, qui sont en urgence vitale, etc. Et le reste des solutions de la société et des solutions des personnes elles-mêmes peut prendre le relais pour éviter qu'on surcharge les hôpitaux alors qu'on peut l'éviter. Et justement, un hôpital qui est moins surchargé, c'est aussi un hôpital qui va pouvoir mieux travailler avec les personnes. Donc, je prenais mon exemple personnel, cette stratégie de rédiger des directives anticipées en psychiatrie, on essaye de la déployer au maximum à C10. Et notre volet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur lequel je voulais parler, c'est vraiment l'inclusion dans la communauté, comment se rétablir avec des ressources ordinaires, dans le vivre ensemble ordinaire. 2 choses à dire. La première, c'est que voilà, je suis père aidant dans un contexte que je dirais favorable. Favorable parce que les équipes dans lesquelles je travaille, que ce soit du côté d'Esper Pro ou de C10, comprennent mon rôle, valorisent mon rôle. Et je voulais dire un mot là-dessus. Le fait que je puisse faire ça aujourd'hui dans ma vie, c'est vraiment très important pour mon parcours de rétablissement. Je ne sais pas si ça va être définitif ou une étape de vie, mais dans tous les cas, je reprends confiance en moi et de l'estime pour ce que je suis capable de faire à travers mon métier. Et c'est capital. Et ce n'est pas gagné d'avance. J'ai pas mal de collègues pères aidants qui travaillent dans des équipes où le contexte de travail est beaucoup plus compliqué, où les pères aidants n'arrivent pas à s'épanouir. Donc, le rétablissement, ce n'est pas juste des pratiques orientées rétablissement, ce n'est pas juste faire venir un père aidant.
c'est aussi œuvrer pour le rétablissement, œuvrer pour le bien-être du père aidant dans l'équipe. Et ce n'est pas quelque chose qui gagne d'avance, c'est quelque chose pour lequel il faut se former et travailler en ce sens. Et du coup, ce que je voulais dire avant de te laisser la parole, c'est vraiment l'importance pour les personnes concernées et pour la paire aidance de se structurer sur les territoires pour que les personnes gagnent en pouvoir d'agir et fassent des choses ensemble. On a eu l'expérience avec Warren l'année dernière d'organiser le festival Relève. On voulait vous montrer une vidéo, mais ce n'est pas possible finalement. Donc, Festival Relève, où il y a eu 110 bénévoles pour l'organiser. Il y en avait 80 à peu près qui avaient des troubles psy. Et ça a été un super moment de co-construction tous ensemble. Et cette année, avec Esperpro, on essaie de construire la santé communautaire. Et je vais laisser Warren parler de ces expériences-là. Oui, bien sûr. Moi, en fait, je vais juste me présenter vite fait. Moi, j'ai commencé pas en psychiatrie, en pédopsychiatrie. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 13 ans en 2001. Et j'ai connu, entre guillemets, le milieu hospitalier comme seul choix, en fait. Et maintenant, à Marseille un peu et dans la France, il s'est créé des endroits communautaires où on a une autre option qu'aller en psychiatrie pure. Moi, je suis suivi par le CIGIS. Et voilà, comme il a dit Bastien, moi j'ai participé au Festival La Relève. Ça nous valorise, ça nous sociabilise, ça nous responsabilise aussi, parce que c'était un festival assez important où il y avait beaucoup de monde. Il fallait faire les choses bien. Aussi, par l'intermédiaire de CIGIS, il y a aussi un volet qui est très, très important, c'est le volet sportif. J'ai pu intégrer pendant une année une équipe de football avec des gens qui avaient des pathologies, où on faisait 2 entraînements par semaine et des compétitions le week-end, où on est parti sillonner un peu la France. Il y a aussi le fait d'être suivi dans un cadre plus agréable. Moi, c'est Madame Bittleston, ma psychiatre, et on boit un café dans un endroit sympa. Et ça facilite aussi la démarche que de le faire dans un hôpital. Le cadre est meilleur, la discussion est plus saine. Et aussi, le principe de CIDIS, je parle par là, c'est aussi essayer d'éviter au maximum l'hospitalisation. Comme il a parlé Bastien, les directives anticipées. Moi aussi, que j'ai fait avec une personne du CIDIS, qui aide beaucoup, parce que quand on n'est pas bien, on revoit les personnes de confiance et tout ça, et ça régule, ça remet, ça permet d'avoir un meilleur ressenti, d'aller mieux. Et moi, tout ça, depuis que ça existe, il y a aussi le COFOR, où c'est en quelque sorte, on étudie en 5 modules de 10 séances, où on étudie la maladie psychique, et c'est super intéressant. Il y a aussi, en passant par les calanques, où on fait des balades. Il y a beaucoup le festival La Relève, encore, j'insiste, parce qu'il ça avait vraiment été énorme, quoi. Ça a été vraiment une belle réussite. C'était vraiment très, 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 très intéressant. Après, avec le CIGIS, aussi, moi, le sport, ça c'était super. Après, il n'y a pas que le sport. Il y a aussi la psychologue, il y a des médiateurs pairs, des infirmiers qui comment dire, sont là pour t'apporter une aide. Et si tu vas pas bien, l'aide peut s'intensifier pour rester encore dans un cadre social si c'est possible et éviter au maximum la psychiatrie, tout en allant mieux. Et c'est vraiment tout ce cadre social qui apporte beaucoup de choses. Enfin, pour moi, voilà, moi, comme je vous dis, je ne veux pas revenir sur le passé, mais moi, j'ai connu des temps, quand j'ai fait mon hospice en 2006, il y avait
que l'hôpital psychiatrique qui était proposé, quoi. Aujourd'hui, avec la communauté, on a beaucoup plus de choses. Après, comme Bastien aussi, je ne dénigre pas l'hôpital psychiatrique, mais c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus d'options, quoi. Et c'est super intéressant. Voilà. Et du coup, pour apporter une petite touche de complément, 10 secondes. Je pense pour ma part, si j'avais eu la chance d'être suivi par une équipe mobile de ce type-là, du type de C10, je pense qu'il y a au moins 2 hospitalisations sous contrainte qu'on aurait pu éviter dans mon parcours. Les 2 dernières, là, je pense que si j'avais été suivi par du médico-social en dehors de mes hospitalisations, eh ben, j'aurais pu éviter des hospitalisations sous contrainte qui n'étaient a priori, qui étaient évitables. Qui étaient évitables. Merci beaucoup de vos 3 témoignages fort intéressants. Je crois qu'on commence à avoir quelques questions. Donc, alors questions qui peuvent s'adresser à n'importe qui, vous, nous, et on va essayer d'y répondre dans la mesure de nos possibilités réciproques. Oui, alors peut-être on peut les prendre dans l'ordre. La première question, elle portait sur la question de la spiritualité et je pense que effectivement on peut l'élargir au système de croyance, système de valeurs de chacune des personnes concernées. Et est-ce que ce que vous décrivez permet de mieux prendre en compte les systèmes de croyance, de valeurs de chacune des personnes concernées? Alors, je me permets de commencer à donner un élément de réponse. Mon regard de professionnel là-dessus, il est important à la fois de travailler avec les personnes, les 2 aspects, les 2 mondes. C'est-à-dire à la fois respecter les croyances, les valeurs, valider les expériences. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est cette expression-là, valider les expériences des personnes comme étant leur réalité. Et à la fois travailler la maladie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer, en tout cas c'est mon discours à moi, arrêter d'opposer complètement, de dire c'est soit la maladie, soit les croyances, les valeurs et la spiritualité, et que les 2 choses s'opposent et ne sont pas compatibles. Personnellement, par exemple, pour faire un retour personnel, j'estime que j'explore ma spiritualité, je vis des expériences, et à la fois, quand ces expériences font que je les subis et que du coup, elles commencent à m'abîmer, me faire du mal, c'est là où on peut plus se concentrer sur l'aspect maladif de ce que l'on vit. Vous voyez? Mais du coup, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les choses et travailler sur les 2 fronts en même temps quand c'est possible avec les personnes. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, même si c'est que des mots, on peut vraiment se questionner sur le fait qu'on renvoie toujours à la question du patient ou de la maladie. C'est-à-dire que, en fait, là, on parle vraiment d'un parcours plutôt d'inclusion sociale et que ça ne veut pas dire justement qu'il n'y a pas des symptômes et qu'on ne peut pas parler de maladie et de traitement, mais que ce n'est pas ça le principal problème. C'est-à-dire que les personnes qui créer cette représentation qu'on a des malades psychiques, des troubles psychiques, de gens qui relèvent de cette psychiatrie, qui sont toujours, toujours un peu cocoonés, suivis par des professionnels. En fait, elle est à côté de la réalité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont des troubles psychiques vivent comme tout le monde et que les quelques personnes qui ne vivent pas encore comme tout le monde, on peut tout à fait, avec justement des dispositifs comme celui auquel on participe, SIS, les aider à reprendre une vie comme tout le monde. Et une vie comme tout le monde, ce n'est pas forcément une vie normale, mais en tout cas d'avoir un vrai rôle dans la société. On peut parler de citoyenneté. Et du coup, voilà, je questionnais la question de parler toujours de patients. Et puis sur la spiritualité, ça rejoint ça aussi. Moi, je suis d'accord avec Bastien, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, moi personnellement, je fais mon travail de psychiatre en prescrivant des traitements, en posant des diagnostics, donc des diagnostics médicaux, mais je vais aussi encourager la personne à vivre et à parler de ce qu'elle vit quand elle a des troubles, quand elle a des crises, différemment que uniquement sous l'angle de la maladie et des symptômes. Et la spiritualité, c'est effectivement ça, c'est de pouvoir aussi avoir recours à d'autres ressources, d'autres aides
que le médical ou même le psychologique, c'est-à-dire des choses qui sont en dehors de l'offre professionnelle. C'est vraiment comment la vie, et dans la vie, il y a de la spiritualité pour plein de gens, va être une ressource quand on traverse des moments de crise psychique. Et c'est là où, en fait, du coup, on n'est pas forcément patient dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi être patient, aller voir son psychiatre, aller prendre un traitement, mais qu'il y a plein d'autres ressources qui font que on n'est pas que patient dans ces moments-là. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les deux chemins sont valables, en fait. Une personne a le droit de dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai exprimé, je préfère dire, parce que c'est mon choix de rétablissement, je préfère dire que c'est l'expression de la maladie et ce n'est pas moi. Et ça, c'est OK. Et une personne qui dit l'inverse, c'est OK aussi. En fait, il faut laisser les gens se raconter l'histoire, leur histoire, qui leur permet d'être bien, de se rétablir et de fonctionner en société, quoi. J'ai compris. Non. Dans l'ordre, on nous demande comment la prise en charge plus individualisée peut-elle s'accorder avec le fonctionnement social actuel qui vise à modéliser. Et une autre de la même personne, quand même, je poursuis. Est-ce que cette stratégie ne répond pas justement à certains déboires de la modélisation? Alors, je ne sais pas si modélisation, ça correspond à je pense que c'est ça. Bon, en gros, enfin, j'ai l'impression qu'on en a commencé à l'aborder. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'a pas qu'un patient en face de nous, on a une personne avec un certain nombre de caractéristiques. Le mélange entre l'aspect culturel et l'aspect maladie s'entrelacent, et donc un aspect trop normalisant, j'imagine, est un peu compliqué. Comment est-ce qu'au quotidien, dans vos pratiques, vous vivez avec difficulté ces aspects de normativité? Alors, je pense, Bastien, je vais laisser intervenir Bastien aussi, mais l'idée, c'est quand même qu'on peut très bien modéliser de manière extrêmement rigoureuse tout en personnalisant. Et personnellement, moi, je suis plutôt pour aller vraiment vers quelque chose le plus organisé possible, le plus réfléchi possible en termes de structuration d'équipe, de qu'est-ce que va proposer tel dispositif pour tel objectif, pour telle population, pour personnaliser. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout antithétique la personnalisation et la modélisation. Et je pense même que plus on fait des fourre-tout sans modéliser, moins on personnalise. Alors, pour ma part, je n'ai pas bien entendu la première partie de la question. Donc, je n'ai pas envie de faire une sortie de piste. Tu as une liste en fait de questions écrites là, si tu vas en conversation. Tu voulais répondre, Aurène, ou pas? Et c'est en fait. Vous voulez que je répète la question? Ouais, je veux bien. Alors, comment la prise en charge plus individualisée peut-elle s'accorder avec le fonctionnement social actuel qui vise à modéliser? Enfin, moi ce que je peux dire, c'est que chaque personne va vivre sa maladie de manière différente et n'a pas forcément les mêmes projets pour aller mieux. Je veux dire, on a quand même la notion de chaque individu est différent. Je veux dire, chaque individu va essayer d'aller mieux en prenant un plaisir qui peut être différent. Moi, par exemple, le sport que je fais par l'intermédiaire de C10, par exemple, pour en venir au sport, par exemple, c'est un club omnisport. Ben, il y en a, ils font de la natation, il y en a, ils font du basket, il y en a, ils font du boxe. Ça, c'est au niveau du sport. Après, je ne sais pas, quand vous parlez de spirituel, vous évoquez la religion aussi? Oui. Bon, alors, pour la religion, après, moi, j'ai connu dans un hôpital fermé et enfin, moi, ce que je peux dire, dans un hôpital fermé, il n'y a jamais eu de problème religieux. Moi, j'ai été avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, même des bouddhistes. Non, chacun, il y avait vraiment le respect
de l'autre vis-à-vis de sa croyance, de la prière et tout ça. Après, par contre, au niveau des personnes, je sais que j'ai connu, mais moi, ce n'est pas mon cas, des gens qui perçoivent la religion de manière encore plus intense que, on va dire, quand ils sont en phase, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire en phase normale, quoi. Au niveau religieux, moi, je n'ai jamais connu de problème. Ok. Merci. Alors, je réponds à la question là, prise en charge individualisée, s'accorder avec le fonctionnement social. En fait, ce qui est important, c'est de mettre les personnes au centre et de partir de leurs besoins, de leurs paroles sur l'instant et le futur proche. Donc, en fait, c'est super important de modéliser les parcours, structurer au max les équipes. Et je pense que dans le médico-social, on a énormément de progrès à faire sur l'efficience des services comparé à d'autres secteurs, hein. Moi, je suis informaticien à la base, donc j'ai une vision de l'organisation et du travail très, très carré, etc. Donc, on peut modéliser les parcours et le fonctionnement des équipes au max, mais dans tous les cas, ce qui va guider l'action des équipes, et c'est ça aussi qui fait la chance du secteur aussi, c'est que les gens qui travaillent sur le terrain, il y a l'immense majorité sont très humains et très connectés aux besoins des personnes. Donc, l'essentiel, c'est après que le rythme et la réponse de l'équipe s'adaptent aux besoins de la personne. Et l'enjeu, il est de faire sentir à la personne concernée, qui est suivie, que nous sommes ses outils, son outil, à son service pour son rétablissement. Tout l'enjeu est là, de faire sentir ça et de lui faire prendre cette posture-là. Merci beaucoup. Peut-être que Guillaume va concentrer 2 questions. Oui, on a 2 questions qui sont, me semble-t-il, assez reliées et qui rebondissent sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Rula, quand vous disiez qu'il ne s'agit pas juste de mettre un médiateur de santé pair dans une équipe pour que l'environnement de soins soit adapté soit orienté rétablissement. Et donc, il y a des questions sur cet environnement de soins le plus adapté possible, le plus accueillant, inclusif possible. Une question qui dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut des soignants mieux formés? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de soignants? Et plus précisément sur la question des directives anticipées, même question, comment ça s'intègre le mieux possible dans le processus de soins? Est-ce que c'est avec l'équipe médicale? Est-ce que c'est dans un dialogue individuel? Est-ce que c'est dans un dialogue collectif? Donc voilà, une question sur le meilleur environnement possible pour favoriser le rétablissement. Alors, sur la deuxième partie, là, je vais répondre à cette partie-là. Le meilleur environnement possible est celui qui va faire entrer en jeu les ressources pertinentes autour de la personne. Voilà. Moi, par exemple, j'ai des directives anticipées en psychiatrie où 90%, 80% de ce qui est censé se jouer et ne concerne pas les soignants. C'est vraiment mon réseau, ma personne de confiance, dans un premier temps, les personnes ressources autour de moi qui doivent entrer en jeu. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus à l'aise à lier plus étroitement leur directive anticipée en psychiatrie avec une équipe soignante ou des professionnels de santé qui les suit. Vous voyez? Moi, par exemple, je n'ai pas lié vraiment mes directives anticipées en psychiatrie avec des soignants, hormis ma psychiatre référente et une psychiatre conseil, qui est le docteur Bittelson d'ailleurs. Mais ça dépend des gens, en fait. Le but, c'est qu'elle soit utile à partir de la réalité de la personne. Et en tout cas, le principal enjeu des directives anticipées en psychiatrie, ce n'est pas de les rédiger, c'est de les faire vivre à travers un réseau d'acteurs qui se coordonnent autour de ce contrat qui définit à l'avance quel rôle chacun va jouer. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on revient, d'après moi, à ce que je disais un peu au départ, c'est-à-dire que les professionnels de la psychiatrie et les professionnels tout court, bien sûr qu'il y a peut-être quelque chose à faire, notamment en termes de disponibilité. Souvent, quand les gens font des directives anticipées où ils impliquent des professionnels de la psychiatrie, par définition, la crise, ça va vite et du coup, il faut être réactif.
Mais par contre, si tout se joue, comme dit Bastien, au niveau du réseau, où il y a une implication des proches, mais des fois, ça peut être un médecin traitant, hein, et des fois, les gens, ils n'ont pas d'amis. Il peut y avoir d'autres gens qui sont pas forcément la famille et des amis proches. Mais quand tout ça, en fait, se mobilise, en fait, le rôle des soignants purs, c'est-à-dire psychiatres, infirmiers, ça peut être juste de faire leur travail de prescripteur, puis d'être un peu réactif. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment une base en psychiatrie, c'est de pouvoir proposer d'être réactif dans l'urgence parce que justement la crise, il y a besoin de réactivité, mais pas plus que ça. Et là encore, c'est vrai qu'on parle de soignants, on parle de formation de soignants. Nous, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de comment tout ça, ça peut se gérer en fait dans un réseau communautaire, soit avec des proches, soit avec des personnes comme des pères aidants qui peuvent aussi entraîner un petit peu le réseau quand il faut des professionnels. Hein. Souvent, les pères aidants, ils sont rémunérés. C'est des professionnels, mais ce n'est pas des soignants. Et que les soignants, ils restent à leur place, en fait. Et que là, en fait, moi, personnellement, la formation dont j'ai eu besoin, c'est justement d'apprendre à être réactive, à organiser mon planning pour être réactive dans l'urgence et d'avoir une formation rigoureuse en psychiatrie, savoir proposer plein d'alternatives en termes de traitement, savoir orienter vers des psychothérapeutes. Mais ça, en fait, c'est les bases en fait, de notre rôle de soignant. Il faudrait qu'on soit tous formés, mais ça me paraît assez évident, à la médecine fondée sur les preuves et puis aux alternatives aux médicaments. Ça, c'est la psychiatrie. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait faire ça bien et qu'on est réactif, en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de nous et donc on n'a pas forcément besoin d'être formés très différemment. Mais encore une fois, il faut aussi des fois des équipes d'accompagnement. Et nous, par exemple, dans l'équipe C10, on a beaucoup de travailleurs sociaux, de pères aidants, et donc on ne parle pas de soignants. C'est-à-dire que c'est plutôt des accompagnants et on a souvent des éducateurs, donc avec une formation purement sociale, qui vont aider la personne à gérer la crise psychique, des fois avec beaucoup de phénomènes, de symptômes, de bruit, sans forcément qu'il y ait besoin d'un soignant ou en tout cas pas tout le temps. Et juste, je glisse que souvent on pense au DAP pour désigner les personnes qui peuvent rentrer en jeu en cas de crise. Mais il faut aussi bien comprendre que les DAP, ça soulage aussi les personnes qui ne sont pas indiquées dans les DAP. Voilà, je vous donne l'exemple de mes parents qui se sont fortement impliqués dans mes 4 premières hospitalisations. Là, on a évité la 5e avec ma personne de confiance. Et mes parents n'avaient aucun rôle à jouer dans les directives anticipées en psychiatrie, ce qui les soulageait énormément en termes de charge mentale parce qu'ils savaient que tout avait été organisé et que finalement, on ne leur demandait rien de particulier, vous voyez. Ça permet aussi de mettre chacun à sa place dans le réseau de la personne et de soulager une partie du réseau en termes de responsabilité. Je veux dire un truc. Oui, excusez-moi, je voudrais rebondir sur, à un moment donné, vous parlez de formation du père aidant. Moi, je pense que le psychiatre, le père aidant est complémentaire au psychiatre. Le père aidant, en fait, l'essentiel de son aide, c'est son vécu, c'est son expérience. Parce que le père aidant a aussi une pathologie. Et en fait, moi, le but, quand je vois un père aidant, c'est pas qu'il me dise, il ne me parle pas de médicaments, le père aidant. Il va m'aider à aller mieux de par son vécu. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une formation, justement. Il faut le laisser dans son expérience et dans son vécu. Il ne faut pas le brider. C'est le psychiatre a fait des longues études et le père aidant a un vécu. C'est vraiment important, ça. Merci. Et puis juste un petit complément, c'est là où en fait le décalage de posture, donc éventuellement la formation des professionnels, donc psychiatres, infirmiers, les professionnels du soin, c'est par exemple d'être sensible à l'individualisation et de la personnalisation, mais ça pour moi pareil, ça doit faire partie en fait du fondement des pratiques soignantes. C'est quand il y a quelqu'un qui dit moi ma personne de confiance c'est mon meilleur ami et je ne veux pas que mes parents ou mon conjoint soient impliqués dans mes directives anticipées. Eh ben, on le respecte. Et souvent, nous, en tant que soignants, on se dit oui, mais le meilleur ami, il est toxique. Le meilleur ami, en fait, il soutient des principes autres que les principes du soin. Eh bien, c'est pas grave. C'est-à-dire que la loi fait que c'est la personne de confiance qui aide la personne à prendre les décisions quand elle n'est pas en capacité de les prendre complètement. Et c'est pas à nous, en tant que soignants, de décider si la personne de confiance, elle est bien ou pas pour la personne. Donc ça demande un décalage, effectivement, qu'on se positionne autrement. Mais si on revient au fondement, en fait, du soin et de la médecine, c'est la base, en fait, c'est de respecter les droits du patient et les choix, c'est écrit dans la loi. C'est juste qu'on a tendance, en fait, à faire autre chose que la loi, à prendre des décisions à la place des gens, mais ça ne fait pas partie des fondements en fait, du soin et de la médecine.
Merci beaucoup. Je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en avait autour de la santé mentale des soignants. Oui, il y a des budgets à l'ARS concernant la santé mentale des soignants, mais on pourra peut-être répondre un peu plus tard à ces questions. Merci beaucoup pour ces témoignages qui illustrent les différents changements de positionnement importants, non seulement des personnes concernées, des médiateurs pairs, des psychiatres, mais aussi, on le voit, de tout l'entourage avec du coup j'imagine des sujets qui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème pour ce webinaire, qui font bouger un peu tout le monde, qui prennent certainement un petit peu de temps, puisque ça inclut beaucoup de personnes. Merci d'avoir témoigné très concrètement du fait que c'est aussi une modalité nouvelle de positionnement de la volonté et de l'expression du patient, qui se joue pour les troubles psychiques, mais qui se joue de manière beaucoup plus globale. Ça veut dire aussi que on doit le prendre en compte dans les différents parcours de soins, qu'il s'agisse de troubles graves ou de troubles moins graves, et que ça fait a priori bouger les lignes de manière dans la manière dont vous en décrivez, dont vous le décrivez, de manière très positive, aussi bien pour les personnes qui contribuent au rétablissement que pour la personne qui suit ce parcours-là. Merci beaucoup du coup pour cet apport. J'espère qu'il aura intéressé aussi les personnes, une centaine je crois, qui nous ont écoutés. Merci aussi pour les questions, et encore désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes. On aura un nouveau webinaire dans un mois sur une autre thématique. D'ici là, voilà, si vous avez des questions, on pourra aussi y répondre juste après. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire, et à vous tout particulièrement qui avez accepté de témoigner. Merci à Merci vous. à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.